BFM Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Nos invités avec nous jusqu'à 18h pour commenter l'actualité des marchés financiers. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Bruno Vanier est avec nous, le président de Gemway Assets également. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Spécialiste de l'investissement dans les marchés émergents. Intéressant d'avoir votre regard sur les questions commerciales. Et puis le vent qui a un peu tourné aussi sur les marchés émergents. On verra ce que vous en dites. Et Pascal Bernachon avec nous, directeur de la gestion de Richelieu Gestion. Back to Richelieu Gestion. Tout à fait. Pascal, bonsoir. Le sujet du jour, peut-être à la une, c'est quand même cette amende historique infligée par l'Union européenne à Google pour des questions d'entrave à la concurrence liées au système Android. C'est la deuxième fois. Google détenait déjà le précédent record sur des amendes d'entrave à la concurrence, 4,3 milliards d'euros cette fois. Bon. Je crois que sur le montant, on a tous compris que c'était une paille pour Google. Thibaut Prébet, je me tourne vers vous, mais oui, 4-5 milliards pour Google, c'est pas grand-chose. Ou est-ce que non, il faut s'arrêter un petit peu juste sur le montant qui a été infligé par l'Union européenne? Non, ça me paraît sévère et important déjà, parce que oui, si c'est une fois en 15 ans, c'est pas énorme, mais ça commence à être quand même de plus en plus régulièrement attaqué, que les points d'achoppement sont de plus en plus nombreux avec ce type de société. On constate de toute façon dans la tech une sorte de prise de conscience. Alors on peut appeler ça justement essayer de se donner une bonne image, etc. Mais on a l'impression que de plus en plus de gens essayent de dire que si la technologie, l'innovation ne sont pas partagées par tous, ça va mal se finir. Et dans ce cadre-là, quand on voit des géants qui ne payent pas d'impôts, ont des espèces de mégalopoles qui bouffent toute la concurrence pour avoir des situations un peu homogéniques, ça les met mal à l'aise. Et dans ce cadre-là, on voit que chaque petit pays a du mal à répondre de manière efficace. Et l'Europe, en revanche, a une réponse qui est particulièrement pertinente, puisqu'elle peut commencer à taper sur des montants qui, objectivement, font mal. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pas anecdotique de commencer à avoir des montants très importants, sur lesquels, à mon avis, ils n'hésitent pas, d'autant plus que le groupe ne tient pas particulièrement à payer des impôts, sur des sujets qu'on voyait plus chez Microsoft, de manière d'imposer ce système dans le multiplateforme. Et c'est probablement qu'un début. Et quand les États-Unis nous ont donné des idées, quand on voit la violence avec laquelle ils ont pu sanctionner certaines sociétés comme nos banques, et que nous, on laisse des gens utiliser quand même des failles un peu violentes et se faire plaisir, cette réponse, elle est adaptée et elle va dans le sens de cette prise de conscience que ces méga-caps peuvent pas continuer à faire tout ce qu'ils veulent un peu partout, souvent un peu aux dents du contribuable. L'exemple des banques est très intéressant, je trouve, parce que nos banques en Europe, elles ont souffert, elles souffrent beaucoup plus quand même de toutes les politiques mises en place aux États-Unis sur le plan réglementaire ou sur le plan du traitement des sanctions fiscales, par exemple. On se souvient l'amende de BNP, quasiment 9 milliards de dollars, si je dis pas de bêtises. On est très loin de ça quand même. On est très loin de ça, mais il faut y aller au fur et à mesure parce qu'il faut que les choses soient crédibles. Aujourd'hui, l'Europe avait aucune crédibilité. C'était des réponses pays par pays avec des cacophonies. Aujourd'hui, quand on a l'Europe qui, de manière globale, vient commencer à coller ce type de niveau d'amende, il y a une crédibilité qui pousse les sociétés à commencer à venir à la table, à discuter. Il y a beaucoup d'autres sujets. Il y a des sujets de droit d'auteur, par exemple, sur les plateformes. Enfin, il y a plein de sujets qui sont travaillés au niveau européen par rapport aux méga-sociétés d'Internet. Et c'est une avancée qui est tout à fait intéressante. Alors, il ne s'agit peut-être pas de le faire de manière exclusivement politique, comme peuvent parfois le faire les Américains. Mais en tout cas, voilà, c'est une crédibilité retrouvée pour l'Europe dans ces négociations. Ça me semble être une avancée intéressante. Bruno Vanier, comment vous regardez ces questions, alors au sens très large, de la régulation, sanction des acteurs technologiques ultra dominants? Est-ce que c'est une bonne nouvelle que l'Europe enfin muscle un peu son jeu? Est-ce que, attention, Margaret Vestager devient l'épouvantail qui va faire fuir toutes les multinationales, plus aucune d'entre elles ne voudra investir chez nous? Enfin non, mais comment vous regardez cette... Et puis l'arme politique, malgré tout, parce qu'on va parler du contexte évidemment de négociation commerciale, pour pas dire tension, mais il y a une arme politique qu'on peut imaginer derrière tout ça aussi. C'est indéniablement un risque. Enfin, dans les pays émergents, notamment en Chine, on l'a vécu de manière un peu violente avec le groupe ZTE, qui a été sanctionné extrêmement fortement. Donc là, ses activités précédentes en Iran, mais une sanction clairement américaine, un peu à l'image de ce qu'a pu être, ce qu'on a pu donner à la BNP. Pour les grands géants de l'internet, j'ai envie de dire émergents, qui sont chinois essentiellement. C'est pas trop le sujet, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est pas un risque qui nous paraît important dans le contexte chinois. On voit mal comment aujourd'hui, alors ça pourrait changer bien sûr demain, parce que c'est quand même quelque chose qui doit rester dans nos têtes, mais c'est vrai que ces sociétés ont des positions quasi monopolistiques, que ce soit Alibaba, Tencent, Baidu aussi, pour faire le pendant à Google. Et cela dit, elles sont tellement un peu, j'ai envie de dire, presque main dans la main avec l'État chinois que
Aujourd'hui, ça nous paraît être un risque assez minime je dirais une sanction eu égard à leur situation quasi monopolistique sur leur marché principal qui est la Chine, quoi. On imagine mal les États-Unis sanctionner Google, par exemple, de la même manière. On imagine mal Pékin sanctionner Alibaba ou Tencent. Voilà, même si le cadre juridique est peut-être serait plus favorable sans doute aux États-Unis pour une telle sanction qu'en Chine, hein, et peut-être heureusement pour les consommateurs ou les utilisateurs finaux. Pour ce qui est de l'Europe, il y a quasiment pas de sociétés, je dirais, émergentes qui ont une telle position qui justifierait une sanction eu égard à une position monopolistique, comme ça peut être le cas de Google ou d'Android, quoi. Donc pour le moment, pas vraiment un risque de par les régulations européennes. Mais le risque que vous voyez, c'est que ces entreprises emblématiques, stratégiques, deviennent un peu otages aussi des conflits commerciaux qui sont en train de se multiplier autour des États-Unis essentiellement. ZTE, ça a été une histoire un peu plus compliquée, on va dire. Ça part d'embargo, de violation d'embargo sur l'Iran et Corée du Nord. Après, est-ce qu'il y a eu une dimension plus politique, plus récente sur le sujet? Ça, je crois difficile d'y répondre de manière certaine. Mais clairement, dans la technologie notamment, hein, pas forcément dans les géants de l'Internet, mais plutôt dans la technologie, on a ce risque qui est lié à peu près à un conflit latent entre les États-Unis et la Chine, parce que la Chine veut devenir un leader technologique et on ne voit pas comment on pourrait lui enlever ce droit, quoi, quelque part, hein. Et de fait, le leader actuel indéniable que sont les États-Unis, forcément, voit cette situation pas forcément d'un bon œil. Donc là, clairement, on a un risque sur certaines sociétés chinoises, hein, c'est plutôt très chinois, dans ce contexte-là, quoi. Pascal, on peut revenir à un Google. Moi, je veux bien qu'on redise un mot quand même de l'amende en tant que telle. 4 milliards 3, bon, c'est pas grand-chose. Vous êtes content de voir l'Union européenne qui durcit le ton? Oui, c'est bien. Oui, mettre des amendes, c'est bien. Oui, ça me paraît logique. Après, c'est aussi la preuve, je dirais, de l'erreur que nous avons fait de ne pas créer un géant européen en la matière. C'est-à-dire que, quelque part, nous n'avons pas, je dirais, de contre-pouvoir dans ce type d'activité. Voilà. Mais effectivement, l'amende paraît justifiée, puisque le principe est simple, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de smartphones vous mettent Google d'office, Google Search. Donc, inévitablement, la loi de la libre concurrence n'est pas appliquée. Donc voilà, et je pense que c'est dissocié, je dirais, de la guerre commerciale. Alors voilà, c'est ça la question. Pour vous, c'est deux trucs différents, parce que Jean-Claude Juncker, il est à Washington la semaine prochaine. Bon, on peut imaginer qu'on va lui faire remarquer que c'est pas bien d'avoir sanctionné Google. 4,5 milliards pour Google, c'est rien. Ouais. Thibaut Préveuf, le risque que des entreprises deviennent otages des conflits commerciaux, au-delà des négociations tarifaires sur des secteurs, mais qu'on ait un micromanagement comme ça ciblé sur des grandes entreprises emblématiques, c'est un risque possible, fantasmé? Non, c'est pas vraiment un risque. C'est quelque part éventuellement un retour de bâton face à des gens qui se laissent des choses qui sont pas du tout légales et qui font preuve d'une grande mansuétude, d'une grande tolérance qui d'un coup disparaît. Maintenant, quand on parle de la BNP, on peut trouver que les amendes sont disproportionnées, mais il y a quand même un tort avéré au départ. Quand on parle de Google, on peut trouver que c'est beaucoup parce que, ok, ils ont une grosse trésor, mais 4 milliards, c'est des montants qui restent colossaux. Maintenant, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils enfreignent la loi, qu'ils le savent et qu'ils y retournent régulièrement. Donc, à ce stade, dire que les gouvernements peuvent se servir de ça pour appuyer un peu, pourquoi pas? On est quand même loin du délit de sale gueule et d'aller faire ça. Donc, n'ayez pas peur, on ne va pas venir tuer les boîtes pour le plaisir. En revanche, oui, appuyer en y allant un peu sévèrement. Et c'est vrai que des sociétés qui ont tendance à ne pas payer beaucoup d'impôts, en se faisant un peu plaisir sur l'optimisation, on peut se faire un peu plus plaisir en leur tapant dessus. Maintenant, c'est jamais fait non plus sans faute préalable et sans vraie raison. Donc je crois que sortir tout ça du contexte actuel serait effectivement probablement injuste. Néanmoins, on n'en est pas non plus à faire des faux procès à des sociétés qui ne le méritent pas. Je crois pas. C'est ça, Margaret Vestager qui dit « Moi, je ne fais pas de politique, j'applique strictement les réglementations de la concurrence en Europe ». On peut la croire au moins en grande partie. Il y a toujours un peu de politique, on imagine, mais c'est pas ce qui fonde la décision. Non, mais on peut la croire. On sait que toutes ces amendes, en plus, sont souvent des processus de négociation, et donc il y a un terreau global qui facilite ou pas les négociations. En revanche, sur la décision initiale, je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait que c'est pas du tout quelque chose de politique.
Juncker-Trump, d'ailleurs, vous voulez rajouter quelque chose, Pascal? Non, mais je voulais bien dire un mot de Juncker-Trump la semaine prochaine, là, parce que c'est le secteur automobile. Enfin, le vrai test pour l'Europe, c'est le secteur automobile, qui rebondit un petit peu aujourd'hui. Oui, parce qu'on espère effectivement qu'on trouvera un accord, c'est-à-dire de diminuer les taxes des automobiles américaines importées au niveau européen, pour inciter M. Trump à ne pas appliquer ces taxes aux voitures européennes exportées aux États-Unis. Visiblement, Juncker va avec l'idée de faire cette proposition à Donald Trump. Madame Merkel l'avait évoqué, donc je pense que... Très largement soutenu par Angela Merkel. Ils ne vont pas aller, je dirais, dans le sens contraire, puisque l'économie allemande, avec ses géants automobiles, est quand même, je dirais, relativement concernée. Donc après, mais on y reviendra, la problématique, j'ai dit, pour nous gérants aujourd'hui, c'est analyser jusqu'où M. Trump peut aller et à quel moment, je dirais, il abandonne la partie de poker pour aller sur la table des négociations. Voilà. Est-ce que ça sera effectivement au cours de cette réunion, ou est-ce qu'il faudra encore attendre un petit peu de temps? Voilà. De toute évidence, à terme, vous savez que on évoque, je dirais, une guerre commerciale, on va dire grosso modo à outrance. Pour moi, de toute évidence, le jeu de Trump est d'arriver plus tard à négocier. Alors, ça va pas être facile parce que vis-à-vis de la Chine n'a pas les moyens, je dirais, de taxer autant d'importations américaines que les Américains peuvent taxer d'importations chinoises, tout simplement parce que la balance est totalement déséquilibrée en faveur de la Chine. Bon, voilà, mais on a toujours, je dirais, ce calendrier des élections de mi-novembre, et je pense que le risque, c'est que jusqu'à mi-novembre, eh bien, on baigne, je dirais, dans cette puanteur, si je puis m'exprimer. Non, mais et que les choses sur le front commercial se détendent un peu ensuite. Ah mais oui. Non, mais pour moi, oui, si vous voulez. Là, on est dans un schéma, alors on va pas rentrer là-dedans, c'est assez complexe, qui est un schéma, je dirais, de crainte de perte d'hégémonie des États-Unis, d'une volonté, je dirais, d'abandon géopolitique, de ne plus être le gendarme du monde, et ça se traduit, je dirais, par un discours politique appuyé. L'évidence, c'est que l'économie reprend ses droits, inévitablement. Alors, soit elle les reprend pas, et là, on court, je dirais, entre guillemets, à une forme de catastrophe, soit l'économie reprend ses droits, et on va bien constater, vous avez deux choses très intéressantes en ce moment, c'est le prix des machines à laver de grande taille aux États-Unis, qui a augmenté sensiblement depuis l'instauration des taxes de la part de M. Trump, et inversement, le prix du soja américain, qui s'est cassé la figure suite à l'arrêt des exportations vis-à-vis de la Chine. Pour finir le tour de table sur la guerre commerciale, Bruno Vannier, la Chine, les Chinois, là, sur l'histoire des 200 milliards, on les a pas trop entendus pour l'instant. J'ai eu l'impression que la non-réaction, ou en tout cas, Pékin n'a pas brandi tout de suite. De toute façon, ils ont peut-être pas 200 milliards à brandir. Voilà, c'est le problème. Mais il n'y a pas eu de réaction ou d'excès d'agressivité dans la réaction chinoise. Non, parce que c'est pas le style chinois, c'est pas leur stratégie également. Ouais. En fait, s'ils estiment que finalement Trump a une attitude très politique vis-à-vis de son électorat avant les élections de mi-mandat, si vraiment ils pensent, s'ils sont cette version-là en tête, il n'y a pas de raison qu'ils insistent trop, en fait, qu'il s'agite trop, parce que globalement, la situation pourrait s'améliorer sensiblement après ou juste avant, quelque part, quoi. Rappelle-toi qu'on a un meeting de l'ONU à New York en septembre, et qu'on pourrait, donc les leaders chinois seront aux États-Unis à ce moment-là. On pourrait avoir pas un mini-sommet, mais en tout cas une négociation plus concrète entre les deux parties. Donc, mais tant qu'on est encore une fois dans une posture politique, et c'est vrai que beaucoup d'analystes en tout cas le pensent, c'est un peu également notre opinion, j'ai envie de dire, ce serait malvenu, je dirais, d'avoir une position très, très marquée. Alors après qu'on réponde, les Chinois ont répondu avec un certain nombre de tarifs sur un certain montant d'importation en provenance des États-Unis. À chaque fois, une réponse équivalente. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, mais comme vous le disiez, à ce jeu-là, forcément, les à 150, 200 milliards, ça devient plus compliqué. Donc, après, là où ils peuvent répondre peut-être de manière plus intelligente sur un sujet qui pour le coup, là, fait peut-être un peu moins débat, c'est l'ouverture du marché chinois au niveau financier, au niveau dans certains secteurs,
où les Chinois pourraient avoir une vision moins protectionniste en l'occurrence. Hein. Ouais. Et là, je pense qu'ils sont prêts à le faire, même si pour eux c'est quelque part plus important, parce que mettre un peu de tarif sur 50 milliards, c'est pas ça qui va changer la donne pour eux, quoi. En revanche, d'ouvrir de manière plus importante. Là, c'est un vrai changement, oui, ça bien sûr. Donc tout ça, c'est une chips, comme si on parle de poker, plus importante dans leurs mains qu'ils vont négocier d'une certaine manière. Hein. Ouais. Donc c'est un peu à ce niveau-là où on pourrait avoir quelques annonces d'ici le mois de novembre, quoi. Pascal, Bernachon. Ils ne peuvent pas jouer sur la devise. Ils pourraient très bien prendre, je dirais, la guerre d'échange comme arme de rétorsion vis-à-vis des États-Unis. Mais en laissant filer le yuan, déjà, petit 1, ils passent à côté, je dirais, d'une volonté marquée que leur devise soit une réserve de change internationale et le deviennent de plus en plus. Petit 2, ils fabriquent de l'inflation importée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'autre arme de dissuasion massive serait effectivement de ne plus être acheteur de Treasury américain. Mais à partir de ce moment-là, le risque, c'est de voir les taux d'intérêt américains remonter fortement. Or, vous avez un certain nombre d'entreprises en Chine, mais y compris au sein des autres pays émergents où la dette est libellée en dollars, et donc fragiliserait l'économie. Ouais. Je suis assez d'accord. N'importe comment, ça a été dit lors du Congrès du Peuple, on va vers une ouverture du marché chinois. La seule différence, c'est que le temps chinois n'est pas du temps occidental, ce qui veut dire que on peut s'attendre, je dirais, à des engagements verbaux de la part de M. Jinping, mais avec un calendrier qui sera à son rythme, probablement accéléré par la force des Américains, mais ne nous attendons pas non plus à... Il n'a pas des midterms dans 2 mois, Xi Jinping, voilà. Non, ça, c'est sûr. Même dans 5 ans. C'est un des avantages chinois. C'est un des charmes du système chinois. On marque une pause, on se retrouve dans un instant avec nos invités. Voilà, on a parlé du commerce mondial, on va parler des entreprises aussi, on va parler de la tech, enfin hors Google, on a parlé de Google, mais la tech en Europe qui se porte bien aussi avec nos armes à nous, hein, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. ASML, là, qui fait figure de leader aujourd'hui, plus 8,5%. Et dans les jeux vidéo aussi, Ubisoft, nouveau record historique aujourd'hui après les ventes trimestrielles d'Ubisoft. Le titre Ubisoft gagne plus de 4%. On parle de ces 2 dossiers dans un instant. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. La force des SUV Peugeot, c'est qu'il y en a forcément un qui est fait pour vous. Le SUV 2008, le compact, aussi bien à l'aise en ville qu'en montagne. Le SUV 3008, le concentré de technologie, agile sur tous les terrains. Le SUV 5008, le grand 7 places ultra modulable taillé pour l'aventure. Alors profitez de conditions de reprise exceptionnelles et repartez au volant du SUV qui est fait pour vous. Tchepé, 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 mon portail, mon tchepé. Tchepé, 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 c'est conçu pour durer. Tchepé, spécialiste des portails automatisés. À tout moment, restez connecté à l'économie. Téléchargez l'application BFM Business pour tablette et smartphone et retrouvez tout BFM Business en mobilité. L'appli BFM Business, l'application de l'info économique et financière. Le kit Plio, c'est à la portée de toutes les mains. Poilu, défraîchi, délicate, rigide, cosmique. Pas besoin de ruban adhésif ni de ciseaux. Plié, collé et hop, c'est emballé. Pour chaque kit Plio acheté, 1 € bénéficie directement aux actions de handicap international. Cuisine Aviva présente pour ceux qui cachent un fond de générosité. Cuisine Aviva, garantie à vivre. Toutes nos offres sur cuisine-aviva.com. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Nos invités avec nous jusqu'à 18h et puis on prend un peu la température de l'activité des entreprises. Là, on a eu quelques publications, quelques nouvelles apportées par les entreprises. Dans le secteur de la technologie en Europe, je le disais, Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Bevel avec nous, Bruno Vanier, président de G- Assets et Pascal Bernachon, directeur de la gestion de Richelieu Gestion. Thibaut, ASML, le néerlandais, il faut peut-être juste dire d'un mot ce qu'ils font parce qu'on dit qu'ils sont dans l'industrie des semi-conducteurs. Oui, ils sont dans cette industrie-là, mais ils travaillent pour les industriels des
des semi-conducteurs. Absolument. Alors, ASML, en l'occurrence, fabrique des machines-outils, c'est-à-dire des machines qui, après, à leur tour, vont permettre de fabriquer des semi-conducteurs. Le semi-conducteur, c'est une tendance très lourde. On sait que, de par les voitures automatiques, de par l'Internet des objets, il y a de plus en plus besoin de ces semi-conducteurs, et donc c'est des tendances de très long terme. Mais il suffit que parfois il y ait un peu moins de ventes d'iPhone pour que beaucoup de constructeurs qui sont très liés prennent des gros pains en bourse. Donc c'est des choses qui bougent beaucoup et il y a beaucoup de psychologie. Et donc voir un acteur qui est en début de chaîne montrer que les fabricants pensent avoir besoin d'avoir des capacités de production supplémentaires et viennent commander des machines-outils, c'est un très bon signal qui est logique compte tenu de la dynamique de long terme de ce type d'éléments. Évidemment, comme c'est le début des publications, c'est toujours un élément qui pour le marché est très important et qui vient évidemment dans le bon sens, même si en termes de dynamique globale, on n'avait pas tellement de doute, ça reste des thématiques fortes dont on considère chez Financière Bevel qu'il faut vraiment les jouer. Ouais. ASML, alors vous me disiez pendant la pause, on discutait, ils ont plusieurs pôles d'activité, mais ils vendent notamment certaines machines, ça doit être leur haut de gamme, j'imagine, enfin des machines à 250 millions de dollars ou d'euros qui valent parfois plus cher que l'avion qui les transporte. De toute façon, on est sur vous savez que le problème des semi-conducteurs, c'est qu'il faut faire des trucs de plus en plus petits, qui soient de plus en plus efficaces. Et donc, dans cette course à la miniaturisation, les méthodes de construction sont de plus en plus complexes et de plus en plus chères. Donc, cette logique-là, elle est importante. Le fait d'avoir une machine de plus, en fait, c'est parfois presque assez anecdotique. Ce qui est important dans ces sociétés-là, c'est le discours de long terme qu'ils donnent. C'est souvent des sociétés qu'on ne peut pas acheter. Vous parlez d'Ubisoft, ça sera la même chose, sur les résultats de l'année. Ça n'a pas de sens. Donc, en fait, oui, un peu mieux qu'attendu sur les résultats, c'est une chose. Le vrai élément, c'est les discours sur les dynamiques de long terme. C'est là qu'on a un enjeu et on a le sentiment que ces dynamiques de long terme sont affirmées et c'est ça le point qui est vraiment important. C'est toujours mieux de battre le consensus, mais en réalité, pour ces sociétés qui ont des multiples élevés, on est quand même plus dans des visions long terme. Ouais, c'est ça, c'est la confirmation que les tendances de fond sont en place et restent en place aujourd'hui. Ubisoft, alors bon, non mais sans parler spécifiquement des chiffres du trimestre, mais sur quelle dynamique ils sont aujourd'hui. Enfin, il y a une explosivité quand même dans les chiffres d'Ubisoft qui est assez incroyable. Ouais, mais alors là encore, on est sur les tendances lourdes. Il faut voir que dans tout ce qui est divertissement, on a une déflation. Aujourd'hui, au lieu d'aller acheter des DVD toutes les 2 semaines, vous avez Netflix et finalement, vous avez une dépense mensuelle qui est quasiment au plus bas historique. Sur la musique, même chose. Vous avez un abonnement qui vous coûte quelques euros et vous achetez plus de CD. De l'autre côté du spectre, il y a les jeux vidéo, pour lesquels le budget n'arrête pas de monter, avec l'e-sport, avec les micro-achats, avec le fait que c'est un divertissement d'une qualité qui a augmenté, avec le fait que la population qui jouait il y a 20 ans était très jeune et maintenant a un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé. Et donc, les jeux vidéo dans leur ensemble est un secteur où le budget qui est consacré passe son temps à monter. Et donc, quand dans cette dynamique-là, il y a beaucoup d'acteurs qui peuvent voir leur cours de bourse beaucoup monter, et la dynamique est forte, et Ubisoft est très bien positionné pour en profiter. Évidemment, la dématérialisation aide aussi, parce qu'il y a de moins en moins de production, de moins en moins d'intermédiaires, donc de plus en plus de marge. Il n'est pas compliqué à voir quand vous achetez un truc sur Internet, c'est beaucoup moins cher que quand il faut des magasins pour vendre des choses dans des boîtes en plastique, etc. Donc, il y a beaucoup de dynamiques qui concourent au fait que les jeux vidéo ont un gros avenir devant eux. Alors après, c'est pas donné. C'est des sociétés qui ont des multiples de valorisation qui sont extrêmement élevés, mais la dynamique d'Ubisoft, elle s'affirme trimestre après trimestre. Il faut se rappeler qu'à un moment donné, c'était une valeur spéculative. On parlait de l'EPA qui allait le faire monter, que depuis on n'a plus d'EPA et ça vaut beaucoup plus qu'avant. On n'a plus d'EPA, je sais pas. Tencent, le chinois, il a pris 10% du capital pour remplacer en partie Vincent Bolloré. Ouais, c'est vrai, mais disons qu'en tout cas, on voit bien que la valeur aujourd'hui, c'est plus du spéculatif. C'est simplement une lame de fond du marché qui s'affirme. Et ça, c'est des choses auxquelles on continue à croire. Et cette thématique de jeux vidéo, c'est quelque chose dont on pense que c'est durable et qu'il faut continuer à s'y intéresser et que c'est pas du tout derrière nous. On voit des nouveaux acteurs qui arrivent en bourse. Dontnod, c'est ça, qui est une des introductions en bourse de l'année dans le secteur des jeux vidéo. Oui, il y a eu Team 17 également au Royaume-Uni. Et puis, il y a toujours des belles valeurs françaises, les Big Ben, les Focus. C'est une cote qui s'enrichit et qui reste intéressante. Ouais. Pascal ? N'oublions pas qu'Ubisoft avait souffert il y a 2 ans suite au décalage d'un jeu qui était attendu pour les fêtes de Noël. Donc là, le trimestre a été exceptionnel. D'abord parce qu'il y a un jeu qui est sorti, il y a eu une forte progression des ventes, entre autres dans le digital. Maintenant, si on regarde la valorisation d'Ubisoft par rapport à ses comparables, entre autres ses comparables américains, on peut quand même estimer que le cours actuel est bien payé. Bien payé, d'accord, ok. Bon, Tencent au capital d'Ubisoft, ils ont 10%. Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé avec vous, Bruno. Est-ce qu'on peut en redire un mot ? Et puis, ça m'intéresse aussi de voir comment un groupe comme Tencent, là aussi,
prépare la mise en bourse, alors pas d'une activité de jeux vidéo, d'une activité musicale cette fois, dans un business model alors qui ressemble plus à celui d'un Spotify ou d'un Deezer, hein, c'est ça Bruno? C'est même plus gros en fait, même plus gros encore que Spotify. En termes de nombre d'utilisateurs, oui. Oui. Non, pour revenir à sa participation dans Ubisoft et dans d'autres éditeurs, Tencent c'est surtout un distributeur, hein, ils gagnent beaucoup d'argent à distribuer sur leur plateforme les jeux, donc ils n'ont pas forcément intérêt à être trop présent dans la chaîne de production, voilà, c'est ça, en amont de la chaîne. Oui, d'accord. Alors par contre, avoir 10% ou peut-être un peu plus demain, mais pas 30%, je veux dire, ça fait sens pour eux, quoi, au moins pour bien sentir. Et dans d'autres également, d'avoir à peu près plusieurs parts dans diverses sociétés, sachant que voilà, c'est ce que la valeur pour eux, c'est la distribution, il y a quand même plus d'1 milliard de personnes qui sont sur WeChat et qui peuvent potentiellement jouer sur l'un des jeux de leur plateforme mobile et de leur plateforme fixe. Et à chaque fois qu'un jeu est utilisé ou qu'un revenu est généré par un jeu qui n'appartient pas forcément à Tencent, c'est quand même 30% pour Tencent, de toute façon. Donc globalement, on gagne à tous les coups. C'est incontournable et c'est le business model idéal là, effectivement, aujourd'hui. Tencent Music, parce que c'est la prochaine introduction en bourse. La prochaine introduction en bourse aux États-Unis, a priori, pourtant, alors que le groupe Tencent ils sont surtout cotés à Hong Kong, hein, quand même. Tencent est coté à Hong Kong. Channel Twitch, qui est un peu le même modèle dans la littérature, parce que ça existe aussi, coté à Hong Kong. Alors ils ont JD.com qui est dans le e-commerce, concurrent d'Alibaba, qui est coté aux États-Unis. Et là, Tencent Music, a priori, va être coté aux États-Unis, quoi, pour vraiment avoir le comparable, bien sûr, à Spotify. Bien sûr. Et on parle de plus ou moins la même valorisation au total, c'est-à-dire entre 20 et 25 milliards de dollars. Oui. Et ces business models autour de la musique, oui, c'est vrai qu'on a suivi l'introduction en bourse de Spotify. Là aussi, c'est des rouleaux compresseurs qui arrivent avec la récurrence de l'abonnement. Parce que Tencent, d'un point de vue boursier, c'est des rouleaux compresseurs là, qui arrivent aujourd'hui. Tencent Music n'était pas le premier, hein, en fait. Et aujourd'hui, ils sont clairement les leaders avec plus de 70%, je crois, de parts de marché. Et effectivement, le modèle est le même. Hein, c'est-à-dire qu'abonnement, en fait, on paye. Puis effectivement, il y a certains moments où ils prennent des droits, donc ils gagnent aussi là-dessus. Donc un modèle très très similaire à Spotify. Bon, on suivra ça, Tencent Music. Au passage, est-ce qu'on peut dire un petit mot de l'introduction en bourse de Xiaomi qui s'est déroulée à Hong Kong il y a peut-être une semaine, 10 jours. Une dizaine de jours. Alors, il faut juste rappeler, fabricant de smartphones. Voilà. On dit souvent c'est un peu l'Apple chinois, mais sauf que c'est quand même pas tout à fait Apple, justement. Eux, ils aimeraient bien. Voilà. Alors c'est peut-être eux qui vendent un peu qui marketent un peu le truc comme ça. Voilà, mais ils se vendent comme étant pas simplement un fabricant de smartphones, même si c'est pas négligeable. Ce qu'ils vendent, en tout cas sur certains marchés, c'est très gros. En marché indien, par exemple, où ils ont une part de marché importante. En Chine également, quoi, même si c'est pas. En Chine, c'est doit être le 4e à peu près. Hein, c'est pas les premiers. Mais en plus, ils ont on va dire un écosystème qui leur fait dire que c'est pas que du smartphone, vraiment à l'image d'Apple, quoi. Bon, là-dessus, on peut être un peu plus sceptique, on va dire, quoi. Ils n'ont pas encore fait leurs preuves comme Apple a pu les faire. Bon, cela dit, c'est encore une fois, c'est une des rares sociétés, enfin une des rares. Il y en a quand même quelques-unes en bourse qui gagnent de l'argent sur la vente de smartphones, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, quoi. À part Apple ou Samsung, et même Samsung en gagne quand même beaucoup moins qu'ils en ont gagné auparavant, quoi. Huawei, qui est maintenant quasiment le 2e au monde, n'est pas coté, donc on n'a pas forcément les chiffres. Mais en termes de technologie, on n'est pas très loin quand même, hein, même si Huawei est quand même un leader technologique indéniable sur des innovations sur le smartphone qui ont été marquées et marquantes il y a encore quelques semaines, quoi. Donc Xiaomi, ça voulait se coter à 100 milliards de dollars quand même, donc c'est quand même pas petit. Évidemment, ça a été coté à peu près la moitié, donc finalement la cotation à un niveau plus raisonnable se passe bien, et je pense que c'est important pour les sociétés qui veulent se coter en bourse, hein.
On a des fois un rêve de grandeur, de folie des grandeurs. Ouais, donc c'était bien qu'ils reviennent un peu sur Terre, vous le dites, avant l'introduction en bourse. C'était bien pour eux, mais c'était bien pour tout le monde, pour le marché de la tech. Globalement, c'est toujours mieux d'avoir un titre qui monte plutôt que le voir coté à un niveau élevé et puis ensuite ne pas le voir baisser, quoi. Bon, marché de la tech qui se porte toujours très très bien. Thibaut Prévet, Pascal Bernachon, est-ce qu'on voulait redire un petit mot de l'épisode Netflix hier, qui a été... on s'est dit, tiens, attention, c'est peut-être le début de la fin, un truc de journaliste, quoi. Mais en fait, balayé comme ça d'un revers de main, de manière quand même impressionnante, Thibaut. Je crois que Netflix, c'est un peu le même sujet qu'évoquait Pascal sur Ubisoft. C'est-à-dire que c'est à la fois des trucs qui sont extrêmement enthousiasmants en termes de dynamique, extrêmement enthousiasmants d'un point de vue sociétal, parce que ça correspond à des besoins lourds et des évolutions. Et puis après, parfois, on regarde la valo et on fait, ah ouais. Et dans le cas de Netflix, c'est sûr. Et quand il y a 1 million d'abonnés en moins par rapport aux attentes, énorme. Et d'un autre côté, malgré tout, ça reste des croissances qui, sur plusieurs trimestres, sont monstrueuses. Ça reste des initiatives en face qui n'ont pas l'air de donner grand-chose. Et on a quand même le sentiment qu'on arrive sur des sujets un peu hégémoniques, ce qui pose quand même pas mal de problèmes derrière, mais ce qui est d'un autre côté assez vertueux pour le consommateur final. On le voit bien autour de nous de manière assez évidente. Donc c'est vrai que la résilience des tech américaines est évidemment hallucinante. Ouais. La force du profil de ce type de société, des abonnements, etc. est importante. Après, c'est sûr que compte tenu des niveaux de valorisation, il ne faut pas que la croissance s'arrête trop. Après, la question revient à celle d'Amazon, c'est-à-dire à quel moment une société qui a choisi de faire de l'hypercroissance, de réinvestir énormément, peut pas, si elle le souhaite, devenir d'un coup extrêmement rentable. Et la question que pose Netflix, c'est un peu celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne gagne pas d'argent, elle n'a pas particulièrement envie de gagner de l'argent. La question, c'est si un jour elle en a envie, qu'est-ce qu'elle peut dégager? Et ça, c'est difficile à imaginer. Mais voilà, ça fait partie de ces sociétés où tout le monde disait, à l'instar de Beurre, à l'instar d'Amazon, Amazon, on voit quand même que ça marche à peu près, même si c'est pas forcément sur l'activité centrale qui gagne de l'argent. Netflix, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est des sociétés qui vont tuer les autres pour ne pas gagner d'argent, ou est-ce qu'à un moment donné, elles vont être capables de monétiser? C'est encore un acteur extrêmement crucial dans ce domaine qui semble malgré tout plutôt sur la bonne dynamique. Non, mais c'est une question qui revient régulièrement, mais ça veut dire il en faudra beaucoup pour mettre fin à ce thème boursier. Je veux dire, peut-être d'ailleurs que ça n'arrivera pas dans les prochains mois, les prochains trimestres. Non, mais à part la question de la valorisation, il faudra beaucoup plus qu'une petite déception comme ça sur un trimestre pour que le thème boursier s'affaiblisse beaucoup plus. Il faudra Pascal attendre que d'autres secteurs boursiers puissent prendre le relais. Donc on n'aura pas vu le secteur relais, on ne lâchera pas les techs. Mais aujourd'hui, compte tenu de la guerre commerciale et je dirais des risques, même si pour le moment ils sont minimes, d'inflexion du PIB, de la croissance économique, qui a été revue, je le rappelle quand même par l'OCDE et le FMI, inévitablement, on n'a pas, je dirais, envie d'aller tête baissée sur les cycliques. Alors, effectivement, il y a les secteurs défensifs. Les secteurs défensifs, soit ils sont très chers pour certains, soit ils n'ont pas de pricing power, soit ils sont totalement délaissés. Je pense aux télécoms, je pense aux utilities, et je pense même aux pharmaceutiques, bien évidemment, où on n'est jamais à l'abri, en plus d'une taxation de la part de M. Trump, ou du moins d'une régulation du prix des médicaments. Donc aujourd'hui, les investisseurs, je dirais, non quoi, ils ont un secteur qui offre de la visibilité, je reprends ce qui vient d'être dit, où effectivement il y a une population encore à conquérir, et on est dans une machine qui s'entraîne par elle-même, quoi. Mais le jour où on aura plus de visibilité, il est évident que ce secteur respirera. Peut-être qu'on pivotera un petit peu comme sur le luxe. Oui, voilà, exactement dans le parallèle avec les deux depuis longtemps. Bruno, oui. Non, c'est vrai sur l'aspect des composantes cycliques qui sont un peu à la traîne quand même. Alors, Trump, rappelez-vous, quand il a été élu, on a parlé beaucoup de cette relance cyclique, la relance de l'infrastructure aux États-Unis. Tout ça est un peu oublié aujourd'hui. C'est vrai que cette année, c'est plus l'année de la guerre commerciale, on va dire. On verra après les midterms. On verra après les midterms. Peut-être qu'il va revenir là-dessus et de nouveau les belles valeurs cycliques mondiales. De baisse de fiscalité, ça revient. Tax cut 2.0, ça va être là aussi un sujet qui pourrait revenir à un moment chez Trump. Sur la techno, c'est vrai que la techno américaine et sans doute européenne que je connais moins se porte très bien. Les titres techno dans les pays émergents ont quand même bien corrigé. On a des corrections, Tencent, on en parlait, Alibaba également, de l'ordre de 20%, 20-25% depuis les plus hauts de novembre dernier. Est-ce que c'est pas les flux? Ah, si, c'est bien sûr. C'est en partie des flux, bien sûr. Voilà. Mais les valorisations étaient élevées comme le sont aujourd'hui. Oui, comme aux États-Unis. Et même la techno hard, c'est-à-dire les titres Samsung, TSMC, ont bien corrigé quand même. Après, il y a
des bénéfices qui pourraient être un peu révisés à la baisse. Donc on a cet élément-là. Puis effectivement, les marchés émergents ne sont pas très non, ils sont moins en odeur de sainteté aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, ce sont des secteurs qui ont redonné pas mal et qui redeviennent quand même sur des niveaux qui nous paraissent un peu plus intéressants en termes de valorisation. Non, mais ça peut corriger. La tech peut corriger. Toute la tech n'est pas immunisée contre tous les risques et tout ce qui peut se passer. Non, il n'y a rien qui est immunisé contre ces risques-là. Ce qui a été adoré peut être détesté. Exactement. On marque une pause, clôture définitive à suivre dans un instant à Paris. Le CAC au fixing, plus 0,5%, 5450 points. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Cet été sur BFM Business, PME Stories donne la parole à des dirigeants de sociétés passionnés pour mettre à l'honneur les PME championnes de leur secteur. Découvrez ces entreprises françaises en route vers la croissance. Quelles sont leurs particularités? Comment arrivent-elles à se développer? Quelles sont les innovations qui leur permettent de surperformer le marché? Chaque soir, les entrepreneurs livrent leurs témoignages et leurs projets. PME Stories présenté par Linda Labidi, du lundi au vendredi à 19h30 sur BFM Business. PME Stories avec Média France, le partenaire média et contenu de toutes les PME. Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super grand écran. Dans celle de ma mère aussi. Et même quand on reçoit des messages dessus. Mon papa, il tape ses messages direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude au volant, pas de SMS, pas de téléphone. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Clôture des marchés européens, le CAC 40 et les autres indices qui progressent. Alors on notera juste la bourse de Milan qui est un peu à l'écart aujourd'hui. C'est du 0- pour le MIB italien, mais pour le reste on gagne 0,5% et même plus sur certains marchés. Le DAX à Francfort gagne 0,8%. À Paris, le CAC plus 0,45% ce soir, 5447 points, emmené par la tech. On a largement parlé de ce secteur, alors sous plusieurs aspects, mais la tech en Europe essentiellement représentée aujourd'hui par l'industrie des semi-conducteurs. ASML aux Pays-Bas a très bien publié et livre des perspectives encore très solides. L'équipementier néerlandais dédié à l'industrie des semi-conducteurs, le titre ASML bondit de plus de 8% ce soir. À Paris, ST Micro au sein du CAC 40 gagne plus de 3%. On a parlé d'Ubisoft aussi avec des ventes trimestrielles très solides. Le titre Ubisoft progresse d'un peu plus de 4%. On notera le secteur automobile également qui tentait de rebondir. Un secteur automobile en Europe qui a gagné un peu plus de 1% en moyenne, avec la perspective d'une rencontre la semaine prochaine entre Jean-Claude Juncker et Donald Trump sur les questions commerciales, donc entre l'Union européenne et les États-Unis. Et puis dans les nouvelles d'entreprise, on notera Virbac qui rassure un petit peu avec ses ventes trimestrielles. La santé animale, bien sûr, Virbac qui a connu des difficultés importantes et un parcours boursier compliqué ces derniers temps, qui se redresse un petit peu, plus 7% pour le titre. En revanche, le marché a trouvé visiblement quelques éléments de déception dans la publication de Biomérieux, qui livrait pourtant une croissance organique solide sur le semestre, plus de 10% de croissance organique, en ligne avec les attentes, peut-être trop juste par rapport aux attentes ou aux ambitions du marché pour un titre qui est correctement valorisé. Biomérieux recule de quasiment 5% ce soir. Et puis on notera Carrefour, à nouveau lanterne rouge du CAC, moins 0,9% à une semaine de la publication des résultats du groupe Carrefour. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Nos invités en plateau et les analystes d'XTB, Khalil Djebali, que l'on retrouve en duplex pour quelques commentaires de fin de séance. Khalil, qu'est-ce qui vous a attiré l'œil au cours de cette séance? Je parle des indices européens, mais on peut regarder aussi du côté de l'euro-dollar, du côté du pétrole également, qui continue d'être sous pression. Là aussi, c'est un fait marquant depuis quelques jours maintenant, Khalil. C'est exactement ce dont j'allais vous parler, bien évidemment des stocks de pétrole, le pétrole, le WTI et le Brent qui sont véritablement sous pression. Donc là on voit que le contrat WTI s'installe durablement sous le seuil des $67 le baril, après des publications très catastrophiques pour les prix. Donc quasiment 6 millions de barils en plus sur le marché, contre 3,5 millions de barils de contraction attendue sur le marché. Donc évidemment, c'est une véritable contre-performance.
Ajouter à cela les perturbations que nous avons en ce moment en Libye, au Canada, au Venezuela et dans d'autres pays producteurs de pétrole, eh bien effectivement, ça donne un marché qui est véritablement déstabilisé. Hein. Donc pour l'heure, en tout cas sur le contrat WTI, on a un objectif baissier. On pense que l'actif est susceptible de rallier le niveau des $65 le baril. Du côté des indices maintenant, eh bien, on a retrouvé des couleurs, c'est assez positif. On notera quand même que le Nasdaq et le Russell 2000 évoluent en léger territoire négatif et qu'en parallèle le VIX gagne du terrain. Donc c'est positif à l'instant T pour les indices européens évoluent en territoire positif à l'instant T, mais attention demain, attention à la clôture sur le Nasdaq et le Russell 2000 parce qu'il se pourrait que demain on ouvre en territoire négatif dans un premier temps en Asie et puis ensuite en zone euro. Donc on conserve maintenant quand même un biais acheteur positif sur le DAX 30 et le CAC 40. On se dit que d'ici à la semaine prochaine, on est clairement susceptible de retrouver le niveau des 5470 sur le CAC 40 et le niveau des 12 800 points sur le DAX 30. Bon, merci beaucoup Khalil, merci d'avoir été avec nous pour cette clôture. Khalil Djebali, analyste de marché chez XTB à Paris. Bon, quelques sujets là qu'on peut rapidement commenter. Sur le pétrole, encore un peu sous pression, mais qui a connu des séances chaotiques. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un commentaire là-dessus, Pascal? Il ne faut pas oublier qu'il y a quelque temps, le président Trump a évoqué l'idée d'utiliser les stocks stratégiques américains. À partir de ce moment-là, on a effectivement eu, des prises de bénéfices sur le pétrole qui paraissent logiques compte tenu, du parcours. Maintenant, est-ce qu'on revient dans un canal baissier ou dans un trend baissier sur les prix du baril? J'y crois pas du tout, puisque je rappelle que la grosse problématique, c'est le déficit d'exploration-production des 3 ou 4 dernières années, qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver inévitablement dans un corner. Donc je maintiens un niveau d'équilibre aux alentours de $70, hors risque géopolitique, avec une pointe à $80, et qu'on est aussi effectivement là-dedans. Maintenant, qu'il y ait des prises de bénéfices après le parcours qu'on a eu, compte tenu effectivement pour le moment les sanctions en Iran ne sont pas totalement appliquées, qu'il y a eu une petite accalmie et il y a eu, une augmentation légère de la production de l'Arabie Saoudite. Donc on est dans une logique de consolidation, on va dire. Bon, d'accord. Enfin, je sais pas, comme toutes les matières premières, métaux industriels, pétrole, comme tout pique du nez, je me dis, est-ce que c'est plus grave que ça, quoi? Enfin, est-ce qu'il y a un signal sur la croissance très mauvais, là? Un chiffre chinois qui paraissait un peu décevant au niveau de la croissance économique du total, je veux dire, qui est peut-être une des raisons, notamment plus pour les matières, pour les métaux industriels que peut-être que pour le pétrole. Sur le pétrole, on peut quand même dire que on pensait que la production américaine était très flexible en termes d'investissement, et qu'elle pouvait donc s'adapter plus rapidement que ce qu'on connaissait auparavant. Or là, quand même, on s'aperçoit que l'infrastructure, notamment de transport du pétrole, n'est pas aussi simple, n'est pas tout à fait au rendez-vous. Donc tout ça a un poids sur l'offre de l'offre américaine, qui est aujourd'hui quasiment le deuxième producteur mondial de pétrole, après l'Arabie Saoudite, à peu près au même niveau que la Russie. Donc là, je pense qu'il y a un point où on s'attendait à une flexibilité d'augmentation de la production. Et c'est pour ça que Trump est obligé d'en appeler à l'OPEP pour faire baisser les prix de l'essence avant la driving season, c'est ça? Voilà. Alors l'OPEP était en réunion le 23 juin dernier, quand même, là-dessus. Ils ont annoncé une augmentation d'un peu, 900 000 barils jour, ce qui était en ligne avec ce qu'on attendait. Donc finalement, ça a eu presque même un effet presque positif pour le prix du pétrole, parce qu'il n'y a pas eu une surprise d'augmentation plus importante. Voilà, après, on n'est pas inquiet d'une rechute, on repart pas à $60 ou $50 sur le pétrole. Non, ça, il faudrait une récession mondiale, mais bon. Non, mais comme les signaux envoyés ne sont pas très positifs, on pose la question. Thibaut, si vous souhaitez sur le pétrole, mais sinon, juste un mot des banques, puisqu'on a eu la publication de toutes les grandes banques américaines. Aujourd'hui, c'était Morgan Stanley qui venait boucler le tour de table de ce secteur. Bon, moi je constate que ça n'a eu aucun impact positif sur les valeurs bancaires européennes. Enfin, il n'y a peut-être pas lieu qu'il y ait un impact positif, mais en tout cas, ça reste quand même un secteur lourd. Ouais, c'est un secteur lourd, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un secteur qui a beaucoup d'aficionados. Il suffit de dire sur vos antennes que les banques vont pas performer pour recevoir des centaines de tweets haineux. Ce qu'on note, c'est que il y a un environnement différent. Aux États-Unis, les banques se sont restructurées très rapidement et donc quelque part le régulateur est resté assez souple. Et donc on garde une industrie qui est solvable dans la mesure où le consommateur américain va bien et qui a des zones de rentabilité qui n'ont pas tellement évolué. En Europe, c'est très différent puisque les réactions ont été bien plus fortes à la crise
crise de 2008. Donc le régulateur a tapé beaucoup plus avec des ratios de risque qui ont été drastiquement baissés, puis de nouveaux ratios qui ont été multipliés, des ratios de liquidité entre autres, etc. Pareil d'ailleurs dans d'autres zones comme la Suisse qui n'a pas le même régulateur mais qui a durci encore plus. Et donc pour les banques, ce qu'on observe, c'est de moins en moins de risques et de moins en moins de rentabilité. Ce qui nous pousse, comme beaucoup d'acteurs, à investir plus en bancaire sur la partie obligataire, où le risque semble de plus en plus limité, que sur la partie action, où la capacité à dégager des profits n'est pas complètement au rendez-vous, alors même que on est sur une dynamique de baisse de 0,5% du taux de chômage par an en Europe, ce qui est très fort, ce qui devrait baisser les créances douteuses et ce qui devrait créer une dynamique. Et on voit qu'aujourd'hui, les banques, en fait, les gens les achètent juste quand ils pensent que les taux vont monter, pour jouer un peu de marge de crédit, ce qui n'est pas non plus la totalité du business d'une banque. Donc ça montre que le régulateur a quand même tapé sur la rentabilité des banques, ce qui n'est peut-être pas dramatique pour la société en général, mais ce qui rend la capacité à investir dans des banques en cherchant des rentabilités fortes un peu difficile, et de facto, ça fait plusieurs années que les bonnes performances des banques sont généralement que le contre-coup d'une suite précédente. Donc, pas un secteur qui continue à nous faire rêver et qu'on travaillera plus volontiers du côté obligataire où la sécurisation récente des banques offre un territoire qui est assez confortable. Bon, la dette bancaire, mais les actions bancaires toujours réservées. Réservées sur cet aspect-là, sur les banques, un truc, non, rien du tout. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, on va avancer sur d'autres sujets avec nos invités du Club de la Bourse. À tout de suite. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Chérie, t'es passée à l'agence pour la Malaisie? Justement, je viens d'acheter les billets sur Internet. Mais non. T'achètes sur Internet, toi? Bah oui. Marc est serein. Avec l'option cryptodynamique Société Générale, ses paiements en ligne sont toujours plus sécurisés. Et maintenant, Marc peut aussi utiliser une carte option cryptodynamique pour ses dépenses pro. Société Générale. Sac de plage? Oh, simple serviette? Mieux, c'est le clic-clac des plages. Clic-clac, ça claque. Retrouvez BFM Business à la télévision, exclusivement sur les box internet, le câble et le satellite. Diffasure Piscine, premier constructeur européen de piscine en béton armé. Agence de communication, graphiste, imprimeur, ayez le réflexe Imprimerie Européenne et obtenez les meilleures offres du print sur plus de 3500 produits. Imprimerie Européenne, la marketplace de l'imprimerie. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Dernier quart d'heure du Club de la Bourse avec nos invités. Pascal Bernachon est avec nous ce soir en plateau, directeur de la gestion de Richelieu Gestion, Bruno Vanier, président de Gemway Assets, et Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Trump et le reste du monde. Bon, on va parler des marchés émergents dans un instant, mais petit tour de table quand même. Je force régulièrement de temps en temps les invités à commenter des tweets ou des déclarations de Donald Trump. Parce que ça peut être drôle, un peu gaguesque, et en même temps le marché réagit aussi de temps en temps. Non, mais revenir quand même sur l'épisode Helsinki et la manière dont il vire totalement de position, alors nous sortant un argument une sorte de double négation qu'il aurait oublié de mettre dans sa phrase à côté de Vladimir Poutine. Je n'ai aucune raison de penser que la Russie pourrait être impliquée dans l'ingérence de la campagne présidentielle aux États-Unis. Ça, c'est ce qu'il déclare à Helsinki à côté de Vladimir Poutine, et en fait il nous explique hier à l'issue d'une conférence de presse quand même assez incroyable que non, il avait oublié de mettre la négation et qu'il voulait dire non, je n'ai aucune indication que la Russie ne soit pas impliquée dans l'ingérence. Je crois que le jeu de Trump, naturellement, c'est de brouiller Pascal Bernachon. C'est de brouiller les cartes sur l'aspect géopolitique en permanence. Donc on va dans l'excès et on a que lui-même là. Et on a correction. Là, la correction a été rapide. Pourquoi? Parce que bien évidemment, les démocrates ont, je dirais, marqué leur effroi devant de tels propos. Mais même, je dirais, le patron des Républicains. C'est surtout ça que les démocrates réagit. Donc inévitablement, je dirais, vis-à-vis de son électorat, il est quand même obligé de faire profil bas, et c'est ce qu'il a fait. Mais si on regarde, je dirais, tous les tweets amusants ou désespérants d'ailleurs du président Trump, discours auprès de Mme May sur le Brexit, repris le lendemain d'une manière opposée, etc. On a en fait le sentiment que M. Trump
est un spécialiste, alors je me suis permis d'écrire ça très récemment, un spécialiste de l'art de la guerre. C'est-à-dire qu'il pousse, je dirais, toutes les parties, sauf bien évidemment M. Poutine, à se mettre dans une position défensive. Telle manière qu'effectivement, après, il a en face de lui des interlocuteurs qui se retrouvent inévitablement dans une position défensive et que ça lui permet, je dirais, de gagner peut-être, entre guillemets, plus de points. L'amitié qu'il a, soi-disant, je dirais, pour M. Poutine, n'a qu'un objectif, c'est de déstabiliser l'Europe. Le discours qu'il a fait auprès de Mme May sur le Brexit n'avait qu'un objectif, c'est de déstabiliser l'Europe. Cette Europe qui malheureusement n'arrive pas à se construire, qui représente 350 millions d'habitants, qui a fort heureusement signé un accord commercial de libre-échange avec le Japon, pas plus tard qu'hier, qui représente donc grosso modo 27% du PIB mondial. J'espère qu'il en sera de même avec la Chine. J'espère que l'Europe va enfin exister. Dans quelle mesure c'est perturbant, inquiétant pour les marchés, pour les participants de marché? Enfin, l'affaire d'Helsinki, quand même, faut regarder la conférence de presse. L'affaire d'Helsinki, pour moi, elle est bonne pour les marchés parce qu'on se rend compte que Donald Trump commence à être dans une situation qui est très délicate. Une situation qui est très délicate parce que il est parti dans une sorte de, peut-être pas de dérive monarchique. À la base, il s'adressait aux personnes de la Rust Belt en disant un peu de protectionnisme, ça va vous aider. On voit que depuis, les sociétés de la Rust Belt commencent à annoncer des plans de licenciement, à l'instar de General Motors, voire des délocalisations. Mais au-delà de ça, il avait quand même quelque part des électeurs. Mais ces électeurs sont passés par des grands électeurs républicains. Grands électeurs républicains qui sont systématiquement contre le protectionnisme, qui ne sont pas complètement pour Poutine en général. Il faut quand même se rappeler que Poutine étant vu comme un allié de Trump, c'est quand même l'opposé de toute l'histoire américaine et des républicains. Et que, il faut le rappeler encore, quand vous parlez tout à l'heure des automobiles allemandes, la loi américaine interdit au président de prendre des mesures sans passer par le Congrès. Il ne peut le faire qu'en passant par une vieille loi qui ne marche qu'en cas de problématique sur la sécurité nationale. Dans ce cadre-là, les mesures sur la propriété intellectuelle avec la Chine, ça peut se défendre, puisqu'il y a des pertes de souveraineté sur certaines technologies. Sur des voitures avec l'Europe, ça commence à être très borderline. Et donc on voit bien que Trump commence à vouloir taper sur l'Europe là-dessus, mais il sait que légalement ça ne tiendra pas. Donc ça peut tenir quelques semaines, ça ne tiendra pas non plus des années parce que c'est pas légal. Et je ne parle même pas de l'Organisation mondiale du commerce, je parle juste de la loi américaine, et que ça ne va pas faire rigoler ces électeurs américains. Il faut voir quand même que plutôt que passer par le Congrès et faire une loi, on a d'un côté Trump qui veut mettre des taxes qu'il n'a pas le droit de mettre sans passer par le Congrès, et pendant ce temps-là, des résolutions au Congrès votées, des républicains qui disent qu'ils ne sont pas contents et qu'ils aimeraient bien qu'on les consulte. Ça va durer qu'un temps. Et pendant ça, de la même manière, Trump qui a avec une enquête du FBI sur le dos qui vient dire un truc très concrètement, qui on va dire un processus plus contrôlé. Qui va dire l'opposé. Par exemple, les élus républicains peuvent interdire révoquer la loi qui permet à Trump de prendre des mesures en raison de la sécurité. Donc, il sait bien qu'il a poussé fort. Je crois que l'analyse de Pascal est parfaitement légitime. C'est vraiment de la négociation à la dure avec une vision claire d'avoir un résultat. Mais même ça, à un moment donné, ça va durer qu'un temps. Et je crois que sa posture diplomatique rejoint sa politique en termes de guerre commerciale, c'est-à-dire que tout ça n'est que modérément légal. Et donc, il y a un moment donné où il faut rentrer dans le rang. On l'a vu sur les relations avec la Russie. On le verra de la même manière sur les relations commerciales. Et là, l'enjeu avec la Chine reste le plus stressant parce que c'est le seul dans lequel il agit dans un cadre légal qui peut à peu près se défendre. Bruno Vanier, commentaire si vous le souhaitez sur Trump. Et puis un petit topo quand même sur les marchés émergents. On a parlé de la Chine. Alors la Chine en plus qui se met à inquiéter, donc c'est jamais très très bon. Mais il y avait déjà un vent qui avait déjà un peu tourné dans les émergents depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Non, mais globalement, si on remet ça dans le contexte, depuis le début de l'année, on a une inquiétude sur la liquidité mondiale qui fait que les marchés les plus qui ont monté le plus du reste, où il y a peut-être une dette en dollars un peu plus importante qu'ailleurs, ont été sanctionnés dans la perspective d'avoir un resserrement monétaire global, plutôt un resserrement monétaire américain. Donc ça s'est fait avec cohérence. Les pays les plus fragiles ont été les plus sanctionnés. Ça, c'est logique et cohérent. Et c'est souvent ce qu'on appelle même une correction de milieu de cycle. On l'a vécu dans le passé. C'est pas forcément quelque chose de très important, mais voilà, ça dure quelques mois en général. Alors c'est ajouté à ça deux choses. La première, bien sûr, la guerre commerciale, puisqu'il faut utiliser ce terme avec les États-Unis, qui on en parlait tout à l'heure en début d'émission. C'est peut-être que tout ça sera plus ou moins pas réglé, mais je veux dire moins sous les radars après novembre, après les élections de mi-mandat aux États-Unis.
Donc, pas la peine de rajouter plus que ce qu'on a pu dire tout à l'heure là-dessus. L'autre élément qui est purement local en Chine, en l'occurrence, c'est effectivement une volonté des autorités de réduire le leveraging, on va dire, l'endettement global de l'économie chinoise via une réduction drastique de ce qu'on appelle le shadow banking. Shadow banking, c'est quoi? Ce sont des moyens de financement qui sont en dehors des banques, quelque part. Alors, soit des produits structurés, soit des produits dont pas tous ne sont pas toxiques. Il ne faut pas non plus exagérer. Non, enfin voilà, une entreprise qui prête à son client ou son fournisseur dans le cadre ça peut être aussi du financement en dehors du système bancaire. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on voit que le total, ce qu'on appelle le total social financing, puisque c'est le total des prêts, la croissance était fortement réduite. On est quasiment en dessous de 5% aujourd'hui de croissance annuelle, alors que la croissance des prêts bancaires, et notamment des principales banques, reste à un niveau relativement élevé. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, on a du shadow banking qui rentre dans le rang, qui rentre de nouveau dans le bilan des banques. Ce qui est, à mon avis, positif à moyen terme. D'une part, on réduit le manque de transparence. On a plus de transparence. C'est mieux que cette activité de prêt se fasse plutôt au sein des banques. C'est mieux régulé, en tout cas, et c'est plus mesurable pour les autorités. L'autre élément qui fait que les sociétés, Pékin veut absolument réduire le leveraging, notamment des provinces et de certaines mairies chinoises qui ont des sociétés qui se sont beaucoup endettées pour faire de la croissance économique. Et c'est moins le sujet aujourd'hui. Comme on juge par exemple un responsable politique en Chine, on le juge plus avec la croissance du PIB de sa province aujourd'hui. Ça, c'est fini. On le juge par la qualité de sa croissance. Et ça, c'est assez différent. Donc, on passe d'éléments de jugement de quantitatif vers du qualitatif. Et ça se traduit naturellement par finalement une croissance chinoise qui est moins forte, mais qui est 6,5 attendu cette année. De meilleure qualité. Et on voit que tous les domaines industriels, l'infrastructure, la croissance baisse. On est même sur des niveaux qui sont proches de zéro. Alors ça fait un petit peu peur, mais ça ne devrait pas, clairement. Enfin, pour nous, ça ne remet rien en cause dans la transformation du modèle chinois, qui est vraiment une croissance qui est tirée par le consommateur chinois. La consommation chinoise, maintenant, c'est un acteur global extrêmement important. Et ça reste de très bonne qualité. Bon, et pour conclure, enfin, la Chine, mais pour le reste aussi des émergents, enfin, à quelles conditions, là, est-ce qu'on va voir un peu d'argent revenir sur les émergents, des marchés se redresser? Qu'est-ce qu'il faudra Alors, on a eu des flux sortants quand même de l'ordre de près de 30 milliards de dollars depuis le mois de mars. Donc, c'est pas négligeable. Des niveaux de valorisation, des niveaux absolus qui ont quand même fortement baissé. Et surtout pour les devises. On a quand même quelques-unes de devises qui ont baissé de plus de 20%. Donc là, vous dites quoi? Il y a toutes les forces de rappel en place pour normalement, logiquement, ou est-ce qu'il y a trop de menaces? Il y a effectivement un peu plus de menaces qu'auparavant, mais on n'a pas vu encore les résultats du deuxième trimestre, enfin plutôt de la première moitié ou du deuxième trimestre, et notamment aussi les guidance, les prévisions. On pourrait avoir un bon élément à ce niveau quand même. Un commentaire, messieurs? Non, non, plus personne ne veut parler. Pascal Bernachon, il reste aussi. Il reste 2 minutes. Donc, non, il faut dire un truc sur les émergents. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de noter quand même qu'on considère dans toutes les analyses que les États-Unis seront très largement le pays qui souffrira le plus d'une guerre commerciale, et qu'à ce stade, on a observé une baisse depuis février des marchés chinois. C'est ça, et puis même en Europe, les États-Unis montent très fortement. Et donc, intellectuellement, il faut réfléchir si on ne commence pas à avoir de manière relative une valeur de l'Asie qui commence à être intéressante, parce que si les choses s'améliorent très nettement, il y a un potentiel de rebond qui paraît plus élevé, et si ça se dégrade, c'est peut-être quand même plus. Alors, les marchés asiatiques restent des marchés de flux, donc ils souffriront, mais les États-Unis restent en soi un candidat à prendre une dérouillée significative. Donc c'est vrai que ce décalage fort entre les deux acteurs d'une guerre, dont un ne semble pas forcément moins bien positionné, ça interroge. On se rassure tous en se disant que les États-Unis ont le plus à perdre dans la guerre commerciale, mais sauf que c'est quand même le marché qui souffre le moins. Ouais, ce qu'on dit, c'est Donald Trump, c'est leur président et notre problème. Voilà. Bon, on va s'arrêter là du coup. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant une heure. Thibaut Prébet, DG adjoint de la financière Arbevel, Bruno Vanier, président de Gemway Asset, c'est Pascal Bernachon, directeur de la gestion de Richelieu Gestion, le CAC 40.